Je n'ai pas du tout identifié à cet âge-là que c'était du harcèlement. J'ai découvert que j'étais endettée pratiquement de 100 000 euros de dette. Les choses les plus difficiles que j'ai vécues dans ma vie ne sont pas matérialisables. Toute cette boue là que j'ai vécue, comment on fait pour transformer ça en quelque chose de positif et pouvoir avancer en fait. Et donc je savoure chaque jour comme si c'était le dernier. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce petit one-to-one en toute intimité avec Jessica que vous avez découverte dans l'épisode sur les violences économiques. Donc du coup, on va parler un petit peu plus de toi en détail, Jessica. Est-ce que tu peux te représenter et nous dire ce qui te caractérise en 3 mots ? Alors, je m'appelle Jessica Stéphan, je suis référente parcours pour les victimes de violences conjugales, c'est-à-dire que je les accompagne tout au long de leur parcours jusqu'à la résilience. Donc, violence conjugale, violence intrafamiliale, donc j'accompagne aussi des enfants, et violences sexistes et sexuelles. Et j'accompagne également les familles victimes de féminicide. Par ailleurs, je suis formatrice des professionnels dans la prise en charge pluridisciplinaire des victimes. Ok. Et en 3 mots qui te caractérisent, tu dirais quoi ? L'engagement, la solidarité, et je suis quelqu'un de très créatif aussi, ce qui me permet de trouver des solutions pour les victimes. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire ? Eh ben moi j'ai eu une enfance très heureuse, sauf que à l'âge de 13 ans, j'ai rencontré mon agresseur. Et en fait lui il a flashé sur moi et il est resté pratiquement 6 mois en bas au pied de mon immeuble. Il était sous le balcon de ma chambre tous les soirs et tous les matins pour me supplier qu'on se mette ensemble. Et j'ai résisté, parce que je le trouvais assez moche, et assez con aussi. Et en fait, c'est ce qui a fait pencher la balance, c'est que je me suis identifiée à un dessin animé Roméo et Juliette. Et j'en ai conclu que il devait vraiment m'aimer énormément pour être en bas de chez moi non-stop et me supplier. Et c'est comme ça que j'ai franchi le cap et qu'on s'est mis ensemble. Je n'ai pas du tout identifié à cet âge-là que c'était du harcèlement. Et donc c'est quand même pour moi un gros marqueur, un gros drapeau rouge sur mon histoire, c'est que j'aurais déjà jamais dû franchir le cap de me mettre avec quelqu'un que j'appréciais pas. Il avait ton âge à cette époque-là ? Il était âgé de 4 ans de plus que moi. Ok. Voilà, donc plutôt très adolescent et moi plutôt toute jeune. Et je me souviens qu'à l'époque, j'idéalisais beaucoup l'amour. Voilà, j'aimais l'amour. Et comme nombreuses d'entre nous, le schéma. C'est ça. J'ai eu un profil, alors j'ai subi des violences économiques dès le départ, parce que j'avais un profil plutôt ce qu'on appelle vache à lait, c'est que je l'entretenais, et donc je faisais les marchés après l'école, le week-end, pour l'entretenir. Il a pris l'ascendant sur moi, je me suis retrouvée isolée de mes copines, isolée de mes potes, progressivement isolée de ma famille, qu'il qualifiait comme des gens bourgeois, des gens hautains, qu'il n'appréciait pas. Et en fait, moi, j'ai pris le pli de vouloir le défendre, de vouloir le protéger, de vouloir l'entretenir. Je me suis trompée, j'avais le sentiment, un peu le syndrome de l'infirmière, voilà, je voulais prendre soin de lui, pour moi c'était ça l'amour, et je voulais l'aider à se révéler, à prendre sa place dans la société, place qu'il ne trouvait pas, parce qu'il travaillait pas, il allait pas à l'école, il avait pas de projet dans la vie. Je suis restée avec lui jusqu'à l'âge de 25 ans, j'ai subi tous les types de violences possibles, des violences sexuelles beaucoup. J'ai appris l'amour charnel de la plus mauvaise manière, puisque c'était des viols conjugaux. J'ai reçu des coups, des insultes, j'ai beaucoup été dévalorisée. Et en fait, progressivement, ma vie était un tissu de mensonges, puisque il pouvait m'arriver de me retrouver à 3h du matin dans la rue. Ma mère avait aucune idée de où j'étais. J'étais censée dormir chez une copine et en fait j'étais chez lui. Et curieusement, sa famille à lui était plutôt présente, notamment sa mère. Et donc je l'identifiais comme une personne ressource dans ma vie. Elle prenait soin de moi. C'est elle qui le disputait quand il m'avait frappée. Et donc elle l'a bien disputé. Et puis elle est venue me soigner. Et en fin de compte, elle m'a dit... Mais oui, mais tu te rends compte aussi, tu réponds, il est énervé, et toi tu réponds. Donc tu sais très bien que quand tu l'es énervé, faut pas répondre, parce que voilà, maintenant t'as pris un coup, mais c'est ta faute aussi. Voilà, et donc elle me culpabilisait, et j'avais aucune conscience que, j'étais en situation de très grand danger, et puis deux, que je subissais des violences conjugales. Moi, j'existais plus, j'avais plus de personnalité, je savais plus qui j'étais, j'avais
pas grand monde autour de moi pour me le dire. Alors j'avais le soutien de ma maman, mais qui comprenait pas parce que j'avais tellement menti que j'avais bien préparé le terrain pour le sauver lui avant tout. Ah, Voilà. waouh. Quel a été le déclic? À quel moment tu t'es rendu compte que là, vraiment, ça n'allait pas et qu'il fallait que tu partes? J'ai eu pas mal de déclics. Curieusement, j'ai essayé de le quitter 2 fois. La première fois, à l'âge de 18 ans à peine, je suis tombée enceinte. J'ai tout de suite senti que c'était une catastrophe et que j'allais mettre cet enfant en danger. Donc ça veut dire que j'avais déjà un peu conscience de la Mm. situation. J'ai eu le réflexe d'aller à l'hôpital et de demander un IVG. Euh, j'ai été franchement traitée comme de la merde. Et donc, le seul endroit que je connaissais après l'IVG de ressources, c'était chez lui, enfin chez sa mère. Et donc, j'y suis allée. Et en fin de compte, j'ai fait une hémorragie. Comme lui voulait absolument que j'aie un enfant, hein, que c'était le meilleur moyen de me Bah ouais. tenir, il en a rajouté une couche dans la culpabilisation que je ressentais déjà. Il m'a virée dehors. Alors que je saignais abondamment et donc j'ai dû appeler ma mère pour avouer tout ce que je venais de faire Oh, wow. et aller à l'hôpital en urgence. Et j'ai essayé d'en parler à des professionnels, mais à chaque fois, j'avais cette barrière de honte qui m'empêchait d'aller au bout. Et surtout, je ne trouvais pas de solution pour m'extraire de la situation concrètement. Voilà, donc assez peu de soutien. J'osais pas en parler à ma mère parce qu'il aurait fallu que je révèle tous les mensonges Ouais. que je lui ai dit, donc j'avais peur qu'elle m'en veuille trop. Donc à chaque fois, il y avait quelque chose qui m'empêchait de le faire. Mais j'ai essayé de le faire de nombreuses fois. Parfois, j'ai réussi, hein, j'ai réussi à le quitter pendant quelques mois. Et je suis partie en vacances avec des amis. Et en fait, il a écourté les vacances. Il est venu me chercher Oh. et il m'a emmenée quelque part et j'y suis allée. Donc c'est assez lunaire comme ça quand on regarde l'épisode avec un peu de rétrospective, mais voilà, ça a Bah, été c'est ça. l'emprise, en fait. C'est l'emprise qui a fait C'est le que... phénomène d'emprise, exactement. Le vrai déclic, je l'ai eu à la naissance de ma fille, puisque j'ai eu un risque pendant ma grossesse, et donc j'ai dû vivre ma grossesse au domicile. Et je travaillais énormément depuis l'âge de 18 ans dans cet établissement bancaire, j'étais hyper investie. Et en fait, pendant ma grossesse, j'ai accepté de tomber enceinte, mais dès les premières semaines où j'étais enceinte, j'avais déjà mon moi intérieur qui me disait Jess, qu'est-ce que tu es en train de faire Mm. Voilà, donc j'avais un peu de prise de conscience, mais pas suffisamment pour franchir le cap. Pendant ma grossesse, j'ai été alitée à domicile et du coup, je relevais le courrier et j'ai découvert, j'avais des huissiers qui venaient chez moi. Il fallait que je justifie que tout était à moi et que rien ne lui appartenait, mais finalement, j'ai découvert que les huissiers, c'était après moi qui couraient. Mm. Et donc, j'ai découvert que j'étais endettée pratiquement de 100 000 euros de dettes essentiellement souscrites en ligne. Voilà, donc je me suis retrouvée enceinte jusqu'aux yeux, en situation de surendettement, sachant que mon compte bancaire était géré par mon RH, puisque je travaillais dans une banque. Et donc j'ai dû appeler mon RH en plein milieu de ma grossesse pour lui dire que mon salaire allait tomber dans un trou gigantesque de dettes, que j'allais plus pouvoir payer mon logement de fonction et qu'il fallait que je monte un dossier de surendettement en catastrophe. J'ai réussi à accoucher de ma fille non sans mal et non sans séquelles parce que j'avais déjà opéré une prise de conscience que j'allais pas pouvoir aimer un homme qui Mm. nous infligeait ça et qui mettait son enfant dans une telle situation de précarité. J'ai été rétrogradée, j'ai été mutée. Donc j'étais dans une situation assez difficile. Il faut savoir que j'étais un banquier et que j'allais faire la queue au CCAS de chez moi pour récupérer des bons alimentaires et que Oh. c'était le seul moyen de nous nourrir de nourrir la famille. Donc c'était quand même assez humiliant. J'y voyais pas trop ma place, parce que je me disais un banquier qui a quand même un salaire, voilà, pas mirobolant, Mais oui, non, mais mais qui est pas non plus décent. nul. Faire la queue comme ça avec des SDF, j'arrivais pas à trouver ma place nulle part en fait, à comprendre vraiment ce que je vivais. Dès que ma fille est née, les violences sont redoublées. Voilà, ma fille pleurait beaucoup et dès qu'elle pleurait, il fallait que je la fasse taire et si je la faisais pas taire immédiatement, c'était des coups. Lui buvait pas mal. Il rentrait le matin à 10h du matin de fête. Et moi, j'avais pas dormi de la nuit. J'étais explosée. Fragilisée à Ouais. tout. Et en fait, ça m'a permis de me rendre compte qu'il serait un mauvais père pour notre enfant et de prendre conscience que si je sauvais pas ma fille, j'allais mourir et qu'elle allait se retrouver avec cet homme.
Et comment tu as fait pour réussir vraiment de façon concrète, du coup, à partir? Ça a été très compliqué. Au début, j'ai eu le courage de lui dire que je voulais le quitter et je lui laissais la possibilité de rester dans mon logement. Grave erreur. Donc, il y a eu plusieurs épisodes, dont celui d'un viol en présence de notre bébé qui s'était levé du lit pour voir. À la fin, j'ai appelé les flics pour qu'ils le prennent et qu'ils le jettent de mon appartement. Sauf que les flics sont arrivés à 4, ils n'ont jamais pu lui faire quitter l'appartement, physiquement parlant. La seule chose qu'ils ont pu faire, c'est attraper le trousseau de clés qui était derrière la porte. Mais ils n'ont pas pu ouvrir la porte. Oh. Et donc ils ont attrapé le trousseau de clés et m'ont dit madame, voilà, allez au travail. Puis quand vous reviendrez ce soir, de toute façon, sachez que dès qu'il quittera votre appartement, il ne pourra plus retourner à l'intérieur, puisque c'est nous qui avons les clés, donc vous êtes tranquille. Et je suis rentrée le soir à 20h avec ma fille, et déjà ma porte était ouverte, béante, on est allé à l'intérieur, et donc il avait massacré l'intégralité de mon logement de fonction. Jusqu'à déféquer dans mes paires d'escarpins, découper ma lingerie en 1000 morceaux. J'ai retrouvé du sang partout. Et en fait, j'avais un chat. Et j'ai retrouvé mon chat éventré dans mon placard. Donc là, je me suis décidée à porter plainte. C'est là que j'ai eu le vrai déclic. Puisque ma fille a vu tout ça. Elle avait conscience des choses. Et puis, j'ai croisé le regard de ma voisine aussi. Qui a joué un rôle, juste un regard, pas grand-chose. Mais en fait, ma voisine, elle savait tout. Waouh. Je suis très émue parce que c'est beaucoup et que tu sois là aujourd'hui à faire tout ce que tu fais pour d'autres victimes, je trouve ça vraiment très très fort parce que t'aurais clairement pu mourir en fait. Hein. Enfin, ouais, je pense que j'allais mourir, ouais. Y a eu une scène et en fait, donc je l'avais demandé à ce qu'il quitte mon logement, je lui avais laissé une deadline. Je rentre un soir et il y a un porc qui est accroché au luminaire de ma cuisine. Et il est en train d'éventrer le porc avec un couteau long comme ça. Il est en train d'éventrer le porc comme un fou. Et donc, premier réflexe, je me dis, j'ai le plafond qui va s'écrouler, c'est sûr, parce qu'un porc, c'est quand même pas léger. Et puis 2, il est couvert de sang. Et en fait, il s'est retourné, il s'est marré, et il a dit, le prochain porc, c'est toi. Et j'ai capté qu'il allait le faire. J'ai vu à son regard qu'il allait le faire, mais je pouvais pas matérialiser ça pour la police, puisque c'était qu'un regard. Mais moi, j'ai compris son regard. La deuxième chose qui s'est passée, c'est que avec ce même couteau, il a éventré un canapé que je venais tout juste d'acheter. Et le couteau était planté dedans. Et j'ai eu un moment où je me suis dit, mais de toute façon, si c'est pas moi, faut que ce soit lui en fait. Donc j'ai attrapé le couteau et je l'ai regardé et j'ai senti que j'allais être capable de passer à l'acte. Et lui aussi, il l'a senti. À mon regard, il a vu que j'étais capable là tout de suite de le planter. Et en fait, il m'a fait une balayette, il m'a fait chuter au sol. Donc j'ai chuté et ma tête a cogné le carrelage, donc j'étais plus très en phase avec moi-même. Il a mis son pied sur ma gorge et il a commencé à monter de tout son poids sur ma gorge. Et donc je sentais que là, j'allais partir, je sentais que j'allais mourir. Je sentais l'odeur de son pied et de son chausson qui est imprégné jusqu'au tréfonds de moi et dont je me souviens quasiment tous les jours, l'odeur du cuir, du pied. Pendant que j'ai dit au revoir à mes parents, j'ai dit au revoir à ma famille, j'ai vu toute ma vie défiler dans mes yeux et en fait, j'ai levé les yeux et dans l'entrebâillement de ma porte, j'ai vu ma fille. Et j'ai eu, je sais pas, un espèce de réflexe pour m'accrocher un peu et d'un seul coup j'ai senti un truc mouillé sur moi et j'ai cru qu'il m'avait craché dessus et donc j'ai levé les yeux et je l'ai regardé et en fait il s'était masturbé et il venait d'éjaculer sur mon visage. Donc j'ai compris que là ma fille fallait que je la sauve parce qu'elle pouvait pas vivre ça plus longtemps. Mais ce sont des scènes que elle a vécues en étant tout bébé et qui sont totalement imprégnée en elle, donc il y a une mémoire traumatique qui peut parfois bien faire les choses puisqu'elle souffre d'amnésie traumatique, donc c'est des événements dont elle ne se souvient plus, mais qui l'imprègnent tous les jours, avec beaucoup de séquelles sur sa santé. Comment vous avez fait, enfin comment vous faites, parce que j'imagine que tu te remets jamais à 100% de ça. Ça a été quoi les étapes vers la reconstruction Je suis tombée sur des policiers, pas tous, mais je suis tombée sur des policiers plutôt bienveillants, plutôt à l'écoute,
Ce qui était compliqué, c'est que, encore une fois, tu vois, les faits qui m'ont le plus marqué, les plus difficiles, les choses les plus difficiles que j'ai vécues dans ma vie, ne sont pas matérialisables. C'est-à-dire qu'un pied sur ma gorge n'est pas une tentative de féminicide. C'en est une, réellement, mais elle n'a pas été qualifiée comme ça. Le fait qu'il se masturbe et qu'il éjacule sur mon visage n'est pas une violence sexuelle. Pourtant, c'est d'une extrême violence et d'une humiliation incroyable. Ça fait partie des événements qui m'ont le plus marqué. Le fait que la police n'arrive pas à ouvrir ma porte d'entrée et que la seule solution qu'on me propose à ce moment-là, c'est de me transmettre mon trousseau de clés en me disant « tout va bien, madame », c'est lunaire, quoi. On se rend bien compte qu'ils savent pas faire. La première chose, c'est que j'ai ma famille. J'ai ma mère qui m'a beaucoup aidée, puisqu'à ce moment-là, j'ai tout balancé. Et elle a tenu bon. Et elle est restée debout, et c'était pas simple pour personne. La deuxième chose, c'est que j'ai eu des collègues absolument formidables au travail et que c'était un espace de survie pour moi. J'étais très contente d'aller au travail, même si j'avais été rétrogradée. Je n'ai pas eu des moments simples tout le temps au travail, mais j'avais une équipe formidable. J'ai mon équipe qui m'avait rhabillée parce que j'avais plus de fringues, plus rien. Et le lendemain, je retournais bosser. Et j'ai vécu 15 jours avec le même slip à laver ma culotte tous les soirs pour retourner au travail. Donc les gens m'ont soutenue. Et puis j'ai eu la chance d'avoir une prise en charge psychologique au centre de victimologie de Paris, le tout premier centre, où j'ai rencontré des thérapeutes qui étaient déjà formés au psychotrauma. Et donc j'ai eu ce qu'on appelle de la psychoéducation, c'est-à-dire qu'on m'a appris l'impact des traumatismes qu'on a vécus, l'impact sur le cerveau en lui-même. Et donc j'ai pu rapidement comprendre le fonctionnement de mon cerveau, pourquoi j'arrivais plus à réfléchir, pourquoi j'arrivais plus à me rappeler des événements et à pouvoir faire le fil de mon histoire dans l'ordre chronologique. J'ai fini par m'enfuir sur Grenoble parce que j'avais pas de solution et qu'après j'ai vécu des violences vicariantes. Ils se servaient de notre fille pour m'atteindre, et notamment aussi par des violences sexuelles qu'elle a subies. Donc je me suis enfuie sur Grenoble. Là encore, j'ai retrouvé des collègues formidables. Mon employeur m'a quand même mutée en 15 jours. Donc voilà, ça m'a servi de soutien et d'impulsion pour pas lâcher. Et puis ensuite, avec l'accompagnement psychologique que j'ai eu, j'ai pu surmonter et trouver une forme de résilience. Et quand je me sentais mieux, je me suis dit, mais en fait, c'est trop con, mais qu'est-ce que je peux faire de tout ça ? Toute cette boue là que j'ai vécue, comment on fait pour transformer ça en quelque chose de positif et pouvoir avancer en fait. Et donc je me suis engagée dans un processus de paix et danse, d'abord pour témoigner auprès de la gendarmerie et de la police de ce que c'est que le psychotrauma et que les victimes de violences conjugales touchent tous les milieux et tous les niveaux intellectuels et qu'il n'y a pas de profil de victime. Du coup j'ai été invitée sur des colloques, j'ai suivi des formations, j'ai lu énormément tout sur le sujet et j'ai fini par travailler par une association d'anciennes victimes pour accompagner des victimes. Et c'est comme ça que j'ai démarré la référence Parcours Victime. Ça m'a énormément appris. Je me suis pas mal vautrée aussi parce que j'étais pas tout à fait bien réparée au début et l'impact des autres victimes sur moi était conséquent. Donc il a fallu que je retourne chez le psy et que je fasse le nécessaire pour me renforcer un peu. Mais en fait, je me suis rendu compte que ce que j'avais vécu pouvait servir à d'autres et que j'avais une bonne vision du processus médico-judiciaire, que j'avais la notion des termes. Je pouvais vulgariser toutes les notions pour les traduire aux victimes et que le fait d'être accompagnée, c'est vraiment, ça permet des échanges et ça permet à la victime d'être plus concrète dans sa manière de s'extraire des violences. Tu as eu beaucoup de force effectivement et la résilience, je pense que c'est le moins qu'on puisse dire aussi pour te caractériser aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que je suis assez fière de moi à ce niveau-là parce que effectivement, la résilience, c'est pas pour tout le monde. Après, la résilience, ça reste quand même une chimère, parce que ce soit moi ou ma fille, on vit avec des séquelles. J'ai des séquelles sur mon cerveau, difficulté à mémoriser, difficulté à me concentrer. Toute situation de stress, pour moi, c'est assez catastrophique, le stress. Donc j'ai un taux de cortisol qui crève le plafond et qui peut me mettre en danger physiquement. Dans tout ce que je fais. Et tu vois, j'ai choisi d'être formatrice, ce qui est quand même complètement dingue, parce que je me mets dans des situations critiques, mais ça m'est arrivé, par exemple, de me dissocier en formation, et j'ai aucune idée de ce que j'ai dit pendant 1 heure.
J'ai vérifié, j'ai pas trop dit de bêtises, mais ça a un c'était impact sur ma mécanisme vie. bien sûr. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, quand même, du coup, quelles sont tes sources de joie maintenant que tu as traversé tout ça? J'ai une famille extraordinaire parce que j'ai eu la chance de rencontrer mon garde du corps. J'aime bien dire les choses comme ça, mais un de mes collègues de travail, mon binôme de travail, m'a protégée pendant tout ce processus. Il m'a dit aussi qu'il fallait que je porte plainte, là, qu'il fallait que... Et puis après, j'allais porter plainte tellement souvent que j'étais souvent en retard au travail, donc il me couvrait. Il faisait mon job que je faisais pas. Il me couvrait auprès de la hiérarchie. Et puis finalement, il est venu s'installer chez moi parce que il me fallait un garde du corps 24 heures sur 24. Donc il a joué vraiment ce rôle de garde du corps. J'avais besoin d'être escortée pour tout. Je pouvais pas aller faire mes courses toute seule. Je pouvais pas emmener ma fille à la crèche. Tout était compliqué. Donc il s'est carrément installé chez moi et on a été coloc un moment. Et puis, en fin de compte, à force de se connaître et de se soutenir, on est tombés amoureux. On a eu 2 autres magnifiques enfants. Il a adopté ma fille. Et on est une super famille. Et c'est ce qui me met en joie tous les jours. Et j'ai une deuxième source de joie immense. C'est que je sais pas si c'est parce que j'ai senti que j'allais mourir, mais chaque petite chose de la vie, de choses courantes de la vie, je sais pas, le bruit des feuilles, le bruit du vent dans les feuilles, le chant des oiseaux, le lever du soleil, c'est des choses qui sont source d'une immense joie pour moi et que je savoure. Et donc je savoure chaque jour comme si c'était le dernier. C'est vraiment beau parce que du coup, ça montre vraiment qu'il y a quand même de l'espoir. T'as vécu le pire du pire et malgré tout, aujourd'hui, avec tous les traumas en fait que ça implique et qui te quitteront certainement jamais, t'as quand même recru en l'amour et fondé quelque chose de beau et de sain. Ouais, j'ai eu du bol, c'est que j'avais des figures masculines de référence autour de moi. Ça, je crois que c'est assez fondamental. Et j'y ai pensé pour ma fille, qu'elle ait aussi des figures masculines positives dans sa vie. Donc, ça m'a permis de comprendre que tous les hommes ne sont pas comme ça, qu'il y a des hommes bien, et de me mettre un peu plus en confiance pour affronter mon avenir. Tu ferais quoi si tu étais présidente ? Je ferais plein de trucs. Mon programme serait immense. La première chose, c'est que je créerais un collège de formateurs avec un agrément pour aller former tout le monde. Il faut absolument déployer la formation pour une prise en charge efficace, parce qu'aujourd'hui, les professionnels ne savent pas du tout se coordonner. Chacun fait les choses un peu à sa sauce, et les professionnels ont beaucoup de pouvoir. Et le pouvoir, c'est exactement ce qu'il faut fuir, parce que le pouvoir, c'est la source des agresseurs également, qui s'en servent allègrement. Donc pour moi, la pluridisciplinarité, c'est fondamental dans la prise en charge massive des victimes. Ça permet aussi aux professionnels de ne pas être isolés, de ne pas rester seuls face à des situations qui sont très difficiles mentalement, qu'on appelle le traumatisme vicariant. Donc je créerai un collège de formateurs et j'irai déployer la formation auprès de tous les professionnels de la prise en charge, mais auprès de tous les professionnels tout court, puisque chacun a son rôle à jouer dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. C'est quoi pour toi la sororité ? C'est la solidarité entre femmes qui n'est pas courante, parce que les femmes sont aussi d'excellentes ambassadrices du patriarcat et du masculinisme. C'est important de comprendre qu'il faut aider les femmes à s'autonomiser dans tous les sens du terme, que ce soit du côté financier bien sûr, mais dans l'empuissancement qu'elles ressentent et qu'elles peuvent être actrices et gérer leur vie comme elles le sentent. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui ? Eh bien, de beaucoup travailler. Aujourd'hui, mon entreprise, elle est en grande souffrance parce que je me rends compte qu'entre les besoins de formation qui sont énormes à tout point de vue pour tous les professionnels, l'inertie générale gagne du terrain et moi, j'ai pas de source de revenus. Donc oui, si tu peux me souhaiter quelque chose, c'est beaucoup de travail. Il faudrait que je travaille beaucoup, ça devient urgent. Parce que former sur les violences économiques et être soi-même dépendante de son mari, c'est un peu ubuesque, on est d'accord ? Mais écoute, on va partager tout ça et faire en sorte de parler de toi au maximum de personnes parce qu'en fait, on a toutes et tous besoin de toi en vrai. Donc, est-ce que tu aurais un dernier petit mot de la fin pour les personnes qui nous regardent ou nous écoutent ? Oui, soyez bienveillants, bienveillantes les uns vis-à-vis des autres et gardez les yeux ouverts sur la situation des autres
Et soutenez tout le monde, les victimes surtout, qui ont besoin d'être soutenues et qui ont besoin qu'on respecte leur temporalité. Ça me semble important de ne pas les brusquer, mais il faut que chacun puisse semer des graines. Que ce soit un médecin généraliste en rendez-vous, faut semer une graine. Faut poser la question des violences à tous les niveaux. Au niveau RH aussi, au travail, au niveau de la hiérarchie au travail, au niveau du sport, au niveau des copines. C'est important de poser la question, tout simplement. Et souvent, on a la réponse. J'ai souvenir sur mon dernier enfant que j'ai une sage-femme qui m'a posé la question des violences. Et ça fait partie maintenant du protocole des sages-femmes. Donc je suis arrivée pour accoucher et elle m'a posé la question, est-ce que vous avez subi des violences? J'ai hésité à répondre. Je me suis dit, bon, c'est ancien, est-ce que j'en parle ou pas? Mais c'est vrai que la grossesse, c'est un moment phare où on peut faire exploser son psychotrauma. Et donc je me suis dit, bah, puisqu'elle me posait la question, je vais lui répondre. Et j'ai répondu oui. Et la pauvre sage-femme, elle s'est totalement décomposée devant moi. Et c'est moi qui suis venue la soutenir parce qu'elle n'était pas du tout prête à la réponse. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est formez-vous pour être capable d'entendre la réponse. Merci beaucoup Jessica. Merci à toi. Et merci à toutes et à tous qui nous avez écoutés. Comme d'habitude, abonnez-vous. On va mettre toutes les informations pour que vous puissiez aussi suivre Jessica. Et on vous dit à très vite pour un prochain épisode.